Alors, connaître Nicolas Hulot ou les châteaux de la Loire pour être un bon Français, pourquoi pas. Moi, j'ai entendu quelques questions posées notamment sur la maîtrise de la langue française niveau 3e. Moi, je fais le pari que si on faisait le test à grandeur, à l'échelle de la France, il y aurait des recalés. Il y a certains Français qui devraient partir parce que on demande à des étrangers finalement ce qu'on demande pas aux Français moyens. Alors, c'est un peu bizarre. Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord une façon différente d'envisager l'appartenance au peuple français. Par exemple, l'Allemagne, c'est toujours défini depuis le début du 19e siècle. On est allemand quand on parle allemand. C'est-à-dire que la langue était la référence de l'appartenance à la culture. Exemple, mais parce que je prends l'Allemagne parce que c'est celui qui s'est défini clairement au 19e siècle, au moment où, par exemple, l'Italie, qui se construisait aussi au même moment, a pas défini l'appartenance à l'Italie comme voilà. C'est la langue qui fait l'appartenance au pays. Et pour l'instant, la France, c'était pas exactement ça qui faisait qu'on était français. Donc c'est un changement de philosophie qui va bien plus loin que simplement le fait de maîtriser. Par ailleurs, le nombre de gens qui est naturalisé tous les ans, c'est pas énorme, hein, ça représente pas des millions de personnes non plus, donc pas d'affolement. Oui, c'est pour devenir français, pour avoir la nationalité française. Et je rappelle quand même qu'il y a 130 000 en 2010. Voilà, il y a des écrivains qui sont venus en France, par exemple, comme Agatha Christophe, par exemple. Qui est devenu un grand écrivain, qui est arrivé ici. Le cousin d'Agatha Christie. C'est amusant ce nom. Mais n'empêche qu'elle est arrivée, elle était hongroise, elle parlait pas un mot de français, et elle a été naturalisée néanmoins, et elle est devenue un auteur, et il y en a eu beaucoup d'autres dans son cas. Agatha Christophe. Oui, mais enfin, elle maîtrisait le français. Non, du tout. Elle parlait pas un mot. Mais elle a été naturalisée. Après, elle a été travailler à l'usine, elle a appris le français. Et c'est difficile de travailler dans ces conditions avec Marshall qui se fout de ma gueule en permanence. Agatha Christophe, pas Agatha Christophe. je veux bien que ça porte à confusion. Mais bon, je vous conseille de la lire. T'es pour ou contre, finalement? Je trouve ça idiot. Je trouve ça très bête parce que je trouve que quelqu'un qui veut devenir français, qui s'installe sur le territoire français, il peut avoir un peu de temps après avoir été naturalisé pour apprendre la langue. Et ce qui compte, c'est d'adhérer plutôt au pays, à ses valeurs, etc. La question de la maîtrise de la langue est un élément parmi des centaines d'autres. Surtout quand t'entends Jane Birkin, par exemple. Johnny Blanc. Non, mais effectivement, ce qui me gêne dans cette démarche, c'est le fait de parler de niveau. Voilà. C'est-à-dire que c'est niveau. Ouais. C'est comme sur un examen, t'es recalé ou t'es pas recalé, quoi. Je veux dire qu'effectivement, que t'es l'apprentissage de la langue pour vivre dans un pays. Je m'imagine pas aller vivre dans un pays étranger puis pas être capable de m'expliquer, de discuter de quoi que ce soit. Donc ça me paraît naturel et je veux dire, je connais quand même très peu de gens étrangers qui vivent en France depuis longtemps et qui correspondent à un mot, à part quelques Anglais dans nos villages. Ça existe quand même, faut savoir. Ils demandent pas la naturalisation. Tout à fait. C'est dans le cadre des naturalisations, je rappelle. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est cette espèce de communautarisme qui peut exister dans certaines régions par rapport à une population. C'est plus ça qui est gênant, mais que tu demandes ta naturalisation ou pas, voilà, la vie au quotidien. Est-ce que tu as besoin d'avoir un questionnaire de culture générale? C'est choquant, moi, je trouve. Parce qu'en plus, c'est très subjectif, la culture générale. Enfin, en tout cas, le test, parce que j'ai entendu, alors, Nicolas Hulot, sincèrement, si on connaît pas Nicolas Hulot, est-ce qu'on est un mauvais français pour autant? Les châteaux de la Loire, c'est plus intéressant, ça. Bon, c'est le patrimoine, c'est l'histoire de française. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que c'est très subjectif, un test de culture générale. Surtout pas qu'il demande des noms du membre du gouvernement, parce que comme il y a des remaniements tous les 3 mois, alors là. Si tu connais pas Henri Drincourt, t'es pas français. Alors là, je vois que tu as mis le doigt sur quelque chose d'important. Agnès Verdier-Molinier. Je dirais qu'a priori, moi, je suis pas contre une évaluation, mais je dis pas que c'est la question du niveau 3e, et je suis pas super fan de la question sur Nicolas Hulot, donc voilà, avoir les questions d'abord pour pouvoir juger, mais je serais bien pour un test de motivation et d'explication de pourquoi ils ont envie de devenir français, etc. Et moi, j'ai vu notamment aux États-Unis, alors je vais pas citer l'Allemagne, mais j'ai vu des Russes qui étaient là aux États-Unis depuis des années et qui avaient une carte, une green card, etc. et qui en fait voulaient devenir vraiment américains et travailler comme des fous pour justement maîtriser la langue le plus possible, etc. On leur demandait pas forcément un niveau, mais ils avaient cette envie de devenir américains. Et il y a vraiment cette intégration qui se fait. Tu parles de la motivation. Comment tu la définis, la motivation? Tu interroges la personne, tu lui fais remplir un questionnaire de motivation, parce que ça aussi, tu dis. Alors ça, j'avoue. C'est difficile à définir aussi. Que c'est difficile. Selon ton critère, comment fait-on?
Eh bien, c'est pas simple. Le fait même de venir dans le pays, ça veut dire que t'es motivé. Mon père, il est devenu français parce que il vivait en France, d'Italie, et il a été naturalisé français parce que c'était important pour lui d'être français. Donc la motivation, il vivait en France, il avait pas, on lui a pas demandé, tu vois. Donc je suis pas pour la culture générale spécialement, de poser des questions de culture générale, etc. Mais qu'il y ait cet amour de la France et cette envie d'obtenir la nationalité française. Parce que tu meurs de faim chez toi, quoi, tu vois. Non, mais c'est un vrai sujet. Si ton père a voulu être français, c'était aussi que ça signifiait quelque chose pour lui. Il pouvait pas, parce que chez lui, c'était plus possible et qu'il est venu ici. C'est le fascisme, c'est ça. Oui, puis il y avait l'immigration économique. Et l'immigration économique qui représente l'essentiel de l'immigration aujourd'hui, c'est pas, tu es en France, mais tu aurais très bien pu être en Belgique ou en Irlande. Une fois que tu es dans le pays, tes enfants grandiront dans le pays, iront dans l'école dans le pays, ils deviendront des bons Irlandais. Je veux dire, pourquoi on aurait un amour inconsidéré de la France? Mais la maîtrise de la langue, c'est important, mais pas seulement pour les étrangers. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, si tu maîtrises pas bien le français, même pour avoir un boulot, ça sera compliqué. Non, mais derrière cette question, on a vraiment l'impression qu'encore une fois, il y a cette espèce de vieux truc de dire, voilà, les étrangers qui viennent en France chercher des allocations, machin, voilà. Moi, voilà ce que je ressens derrière ça. C'est pas le fait de maîtriser pas la langue, parce que si c'est le fait de maîtriser la langue qui dérange, je te promets que tu vas dans n'importe quelle région de France, il y a des gens qui ne demandent pas la nationalisation du pays, mais qui, quelque part, vivent dans ce pays depuis 10 ans et parlent toujours pas la langue. Et ça gêne personne. Alors explique-moi la différence entre le fait de vivre dans une région en demandant d'être français. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il parle corse. Vivre dans un pays. Je suis allé visiter une maison, je veux dire, la semaine dernière chez des Anglais, ça fait 12 ans qu'ils vivent en France. Eh ben, il faut qu'ils prennent quelqu'un pour intervenir parce qu'ils ne parlent pas un mot de français. Je vois pas comment tu peux vivre dans un pays pendant 12 ans, vivre juste dans ta communauté. Un niveau de français de 3e, un niveau de culture générale de 3e pour devenir français, pour être naturalisé français. Ce fameux questionnaire pour devenir français avec un niveau de français de 3e, avec des questions de culture générale. Et ça faisait réagir Rémi. Il est dans l'Ardèche, l'ami Rémi, chef d'entreprise dans le secteur des loisirs et de l'animation. Bonjour Rémi. Bonjour. Bienvenue au 32-16. Comment vous interprétez, comment vous réagissez, vous, Rémi, alors? Eh bien, moi, je trouve que l'idée est pas mauvaise. Effectivement, bon, faudrait bien arriver un jour à faire une sélection. Mais, quand je vois la façon dont écrivent, certains Français, l'orthographe, la grammaire, je me pose des questions. Vous êtes inquiet, certains vont perdre leur nationalité. Oui, c'est ce qu'un des animateurs a dit tout à l'heure. Hein. Il y a peut-être beaucoup de Français qui risquent de se retrouver à la porte, quoi. Ouais. Alors, faudrait peut-être commencer par peaufiner notre éducation, faire quelque chose de plus strict à ce niveau-là, quoi. Excusez-moi, mais de quel droit on exige, y compris des Français, qu'ils aient un niveau. C'est marqué où ça? C'est marqué dans quel? Non, excuse-moi. Enfin, excuse-moi, moi je suis choqué de savoir j'ai le droit de sixième. Il y a un élève sur 10 qui ne sait pas lire correctement le français. Moi j'ai le droit de vivre si je veux dans une forêt. Ignorant et con. Voilà, absolument. D'accord. J'ai le droit. Non mais attends. On va pas se battre dans la mondialisation. Mais non, mais attendez. Heureusement que l'humanité est ambitieuse. Attendez, cette espèce de perfectionnisme qu'on cherche. Il y a des gens qui travaillent. Attends, il y a des gens qui travaillent très bien. On s'est aperçu du taux d'illettrisme des Français et ça a fait peur à tout le monde dans les années 80, au moment où on a fermé les entreprises dans le Nord et dans l'Est. Ouais. On s'est aperçu que 70% des gens qui travaillaient dans les entreprises, qui étaient pourtant des gens qui travaillaient normalement, étaient incapables de remplir le questionnaire de la NPE. Voilà. Et ça a posé question. C'est un handicap considérable, Étienne. Mais je dis pas le contraire. Je dis que entre considérer que c'est un handicap considérable et considérer qu'il y a une obligation pour tous les Français à avoir un certain niveau pour avoir le droit d'être français, Étienne, je trouve que c'est une grosse différence. Le monde a changé quand même. Maintenant, tous les enfants sont censés aller à l'école. Allez-y, Rémi. Allô. Oui, non, il s'agit pas forcément d'une obligation. Mais enfin, je crois quand même que la scolarité est obligatoire. Et qu'il faut quand même arriver à acquérir un certain niveau pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Même si on va vivre en forêt comme un ermite, il va quand même falloir réussir à apprendre certaines bases pour pouvoir se débrouiller. Donc il faudrait peut-être faire une évaluation, non pas sur un diplôme scolaire, mais sur des capacités ça propres à pouvoir se débrouiller. Mais Agnès nous disait tout à l'heure que elle, ce qui l'intéressait, c'était la motivation en fait pour devenir français. Qu'elle préférait qu'on explique véritablement pourquoi, qu'est-ce qui motive à devenir français. Est-ce que ça vous semble plus sensé, plus logique, Rémi?
Oui, effectivement, il peut y avoir une question de motivation. Bon, il peut y avoir aussi une nécessité politique. On va quitter un pays parce que c'est plus vivable et on va essayer de choisir un pays plus accueillant où on a peut-être plus de chances de pouvoir se débrouiller. Il y a effectivement une motivation. Bon, les motivations, elles sont pas forcément d'adhérer à tous les principes de la France. Et moi, je trouve pas choquant, par exemple, Rémi, les cérémonies, ça se développe, les cérémonies lorsqu'il y a une naturalisation où on chante la Marseillaise. On rend les choses un peu solennelles, parce que je pense que même pour la personne qui devient française, c'est assez émouvant, sa famille est là, il y a une cérémonie. Ça se développe. Non, mais je sais qu'il y a une partie de la gauche qui trouvait ça insupportable, c'était pétainiste. Moi, je trouve ça plutôt sympathique, et en plus, ça montre, là, pour le coup, on montre un vrai attachement à la France, puisque on rend le pays démontre un attachement à la personne un peu solennel. Ouais, complètement. Tout à fait, mais quel que soit le pays dans lequel on souhaite aller, je crois qu'effectivement, il faut au moins connaître comment fonctionne ce pays, quelles sont ses règles, quels sont ses principes. Il faut aussi donc forcément respecter ce pays, sinon ça sert à rien. Et la langue, c'est quand même ce qui bien sûr. nous unit tous, Étienne. La langue, oui, c'est la France, elle s'est constituée parce qu'à un moment donné, on a un peu laissé tomber les langues régionales et au moment de la Révolution, on a obligé les gens qui avaient des langues régionales à parler français et à avoir la même unité de mesure. Je pense qu'il faut aussi laisser le temps. Rémi, merci Rémi, à bientôt sur RMC dans les Gilets. Je vous envoie un t-shirt des grandes gueules. Bonne journée, à bientôt. Johnny Blanc. Je pense qu'il faut laisser le temps aux gens parce que c'est assez facile de notre place aujourd'hui de parler comme ça. Moi, je me rappelle quand je vivais en Guyane, je voyais arriver les gens d'Haïti. Je peux te dire qu'ils se posaient pas la question de savoir s'ils venaient en Guyane pour apprendre le français. Ils venaient en Guyane parce qu'il fallait qu'ils se barrent d'Haïti, quoi. Donc à un moment, il faut aussi. Et les Cubains. Je vous signale que les Cubains qui sont américains. Faut laisser le temps aux gens. Les Cubains qui sont américains, là, mon fils me dit, il est à Miami, il parle pas anglais, il ne parle qu'espagnol. Les Cubains n'apprennent pas l'anglais, ils continuent de parler espagnol. Et oui, ils sont néanmoins américains. Ils sont néanmoins américains et ils parlent toujours pas au bout de 2 ou 3 générations. Je pense que quand le Cubain ne parle pas anglais, il est quand même un peu freiné dans le développement. Il vit à Miami et dans la communauté hispanique. Ils parlent tous anglais. Non. Ah non, écoute, je te promets. Je vois. Donc il ne sort pas de sa communauté. C'est pas un progrès. Oui, parce que toi, tu sors de ta communauté. Il faut pas faire danger. La question s'était posée il y a pas très longtemps, notamment à Los Angeles, avec un grand quartier qui s'appelle la Petite Corée maintenant, qui avec des Coréens, dont certains, je me souviens d'une émission sur une chaîne américaine, disaient, ils ne parlent pas du tout américain. Alors moi, j'ai vu un truc à Los Angeles cet été, quand tu visites les studios Universal, c'est un immense parc d'attractions. Tu as à un moment donné, Star Tour, qui est l'attraction vedette de ce parc. Non, uniquement en espagnol. Donc c'est réservé pour les latinos. Et j'imaginais au parc Astérix à un moment donné une attraction qui serait réservée à la langue arabe. Vous imaginez le tollé que ça serait ici? On ferait des débats, on dirait c'est scandaleux, etc. Mais aux États-Unis, ça choque pas. Et donc c'est uniquement en espagnol pendant 2 heures. Et donc il y a tous les Américains d'origine mexicaine, hispanique, qui viennent à ce moment-là. Maria, bonjour Maria. Enquêtrice pour les instituts de sondage, vous êtes dans l'Hérault, vous avez la cinquantaine, bien tassé. Oui, presque 60. Vous avez le droit de le gifler par téléphone. Je m'en occupe. Et Maria, vous êtes de quelle origine, Maria, alors? Moi, je suis espagnole. Je suis arrivée en France quand j'avais 4-5 ans. Oui. Voilà, j'en ai 58, bientôt 59. Je réfléchis tout en français, je parle français, je connais tous les poètes français, enfin, tout ce que j'ai appris à l'école. Et ça n'empêche que je n'ai pas pris la nationalité française. Vous êtes resté espagnol. Voilà, ainsi que mes frères et sœurs, mes beaux-frères. Voilà. Donc l'amour de la France et de la culture française n'est pas lié à la nationalité. N'implique pas un changement de nationalité. Mais Maria, pourquoi ne pas avoir pris la nationalité française alors? Parce qu'il faut renoncer à quelque chose. Je ne sais pas comment a fait Madame Eva Joly pour avoir 2 nationalités, mais pour prendre la nationalité française, il faut renoncer à la nationalité que j'avais au départ. D'accord. Et pour moi, c'était un déchirement, parce que mes parents avaient déjà été obligés d'abandonner leur pays. Abandonner en plus la nationalité, c'était un déchirement. Je comprends tout à fait ça. Donc vous êtes française de cœur. La France, c'est votre votre pays, mais de nationalité, vous êtes espagnole. Je suis espagnole. Ce qui prouve bien qu'on n'a pas besoin de nationalité quelqu'un pour l'intégration. Exactement. On a quelqu'un complètement intégré. Absolument. Alors faut arrêter cette espèce de grand délire avec l'histoire de papier. Quoi. Allez-y, Maria. Pour choisir une nationalité, il faut que ce soit un vrai choix. Il faut pas le faire juste pour ce que ça apporte
je sais pas, moi, pour des allocations ou des trucs comme ça, c'est un peu ridicule. Mais imaginez-vous aujourd'hui en deux. C'est un acte important de choisir une nationalité. Oui, mais vous-même, vous vivez finalement en France, vous dites, vous avez embrassé la culture française, vous pensez français, et donc voilà, ça s'est arrêté là, il n'y a pas besoin de faire plus. Je suis le débat du PS, je le suis, et je sais que je ne pourrai pas les voter. Ah, vous n'êtes pas frustré? Ben si, je suis frustré, bien sûr je le suis. Mais en 1980, on nous avait promis que les étrangers, que les Européens finiraient par voter, ce qui est le cas en Angleterre, en Espagne. Ah, vous pouvez voter aux européennes? Pardon, excusez-moi, en Espagne, il y a des maires qui sont de nationalité anglaise ou française. Alors que moi, je ne peux même pas voter dans mon village. Mais vous pouvez voter aux européennes? Mais oui, mais c'est tout, mais je peux pas voter dans mon même village. pas les élections locales. C'est intéressant le témoignage. Évidemment, c'est un scandale. Mais donc, imaginez-vous aujourd'hui en 2011, Maria, est-ce que vous verriez remplir un questionnaire de culture générale Oui, tout à fait. Si vraiment je souhaite cette nationalité, il faut que je sois intégré, il faut que les choses dans le pays me plaisent. Je ne dis pas spécialement que j'aime la choucroute, mais que j'adhère à tout un tas de valeurs françaises. Ah mais madame, si vous n'aimez pas la choucroute, alors je crois qu'il va y avoir un problème. Non, mais moi, c'était le troisième test. Je connais personnellement, moi, des Chinois, des Maghrébins qui sont super sympas et tout, qui ont la nationalité française et qui ne parlent pratiquement pas un mot de français. C'est pas très normal quand même. Oui, c'est l'inverse. Donc pour vous, l'intégration véritablement, le signe, c'est la langue et un point, c'est tout, Maria. Merci d'avoir été avec nous. Adhérer aux valeurs quand même de la France. Il faut adhérer aux valeurs. Ouais. Merci quand l'équipe de France joue, qu'on crie vas-y la France. Merci de ce hier au soir, le Stade de France l'a crié, Olivier Truchot en premier puisqu'il y était. Oui, moi j'entendais que les sifflets bosniaques parce que les Bosniaques étaient 10 000 dans le stade. Maria, merci d'avoir été avec nous. Vous méritez bien un t-shirt des grandes gueules, ma chère Maria, symbole des valeurs françaises. Au revoir, bonne journée. À bientôt.